Bonsoir à toutes et à tous, les titres de ce journal. Ce 14 février, les amoureux sont à l'honneur. C'est la fête de la Saint-Valentin, une occasion pour les couples de célébrer leur amour. L'ambiance de la Saint-Valentin dans la ville de Cotonou dans ce journal. Et si pour tout le monde, le 14 février correspond à la Saint-Valentin, sachez désormais le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, la première cause de mortalité dans la première année de vie. Et puis la traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socioculturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, encore appelée fête des amoureux. Une occasion pour les couples de se témoigner amour et affection. C'est également une opportunité d'affaires pour les commerçants qui proposent divers accessoires. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou. L'ambiance de la Saint-Valentin à Cotonou, c'est dans ce reportage signé Sabirat Aou. Comme chaque 14 février, la couleur de l'amour s'est installée dans quelques endroits de la ville de Cotonou. Réputée pour être une occasion d'échange des mots doux et des cadeaux comme preuve de son amour, la Saint-Valentin est aujourd'hui perçue comme une fête sans intérêt. Est-ce que c'est 14 les fêtes, il y a fête de l'amour, mais ça là, c'est une fête fictive. La Saint-Valentin, c'est pour les grandes personnes, quoi. C'est pas pour les enfants, en fait. Je fais pas trop ce genre de trucs. Et pour cause, cette fête qui devrait être célébrée de façon symbolique a perdu tout son sens. Valentin aussi fait nous composons désordre aux environs de 19h-20h mais place publique là beaucoup maintenant donc désordre aller faire du désordre en ville avec la journée de la Saint-Valentin, vraiment moi je suis désolé, ça me fait mal. Malgré cette perception, la célébration de l'amour lors de la Saint-Valentin garde toute son authenticité. Ici, les roses rouges, les nounours, les parfums et autres articles se dressent fièrement. Seul hic, pas d'affluence. Cette année, c'est une année spéciale. Vraiment, il n'y a pas de l'affluence. Je ne comprends même pas comment ça va se passer cette année. Nous ne sommes pas en fait, disons, dans les 10 semaines, les gens sortent déjà pour aller acheter. On ne sait pas s'il n'y a pas d'argent ou pas. Les gens ne savent pas. C'est seuls les élèves de l'école qui viennent demander les prix. On dit qu'ils n'achètent pas, on ne voit pas. Les grandes personnes aussi arrivent, mais ils ne sont pas beaucoup. Les clients ne sortent pas du tout. C'est les petits écoliers qui viennent demander les choses. Mais les âgés là ne sortent pas du tout. Ils donnent toujours des programmes qui vont arriver. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a plus d'amoureux dans le pays, on ne sait plus. Que l'on célèbre la Saint-Valentin avec un cadeau ou non, entre manque de moyens et les amoureux sceptiques, l'amour continue, malgré tout, de se vivre au quotidien. Tout le monde sait que le 14 février correspond à la Saint-Valentin, journée des amoureux, mais le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, sujet sensible et difficile qui touche chaque année environ 8 enfants sur 1000 qui naissent avec une malformation cardiaque. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans la première année de vie. Plus de détails dans cet élément. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale,
4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là, ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. On parle à présent de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Doji Kossi Missiou est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissés en rade, je ne dirais pas abandonnés, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. La Nation en bref ce soir porte la signature de Ulvaeus Balogun.
Le Bénin lance ce 14 février une émission simultanée d'obligations pour mobiliser 150 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA pour des investissements au titre de l'année 2022. Cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne est réparti en 2 volets et vise, selon le ministère de l'Économie et des Finances, à poursuivre la politique audacieuse de réforme de l'État en vue d'accroître sa capacité à satisfaire les besoins vitaux et continus des populations conformément au programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui nécessite la mobilisation de 11 milliards de francs CFA. Les projets qui seront financés par cet emprunt se concentrent dans des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et les travaux publics. Plus de 2,5 milliards de francs CFA de recettes non fiscales ont été réalisés en 2022 par la mairie de Cotonou. En comparaison à l'année précédente, ces recettes sont en hausse de 109%, soit plus du double de celles obtenues en 2020. À en croire le maire de la ville, Luc Atropo, il s'agit là d'une performance jamais réalisée à Cotonou depuis l'avènement de la décentralisation. Le Bénin et le Luxembourg veulent donner une nouvelle impulsion à leur coopération. Les 2 pays ont signé jeudi 10 février dernier un mémorandum d'entente qui permettra d'explorer les opportunités de renforcement de la coopération au développement. Les domaines concernés sont la finance inclusive et innovante, la digitalisation, la formation professionnelle, la gouvernance et l'état de droit, l'environnement et les changements climatiques et tout autre domaine d'intérêt commun convenu d'accords partis. Le mémorandum prévoit également la conclusion très prochaine d'un accord général de coopération permettant d'encadrer et de formaliser davantage les relations de coopération au développement entre le Bénin et le Luxembourg. Le Bénin reçoit de la France, l'Allemagne et de la Lettonie de nouvelles doses de vaccins contre la Covid-19 à travers le mécanisme COVAX. Il s'agit au total de 856 600 doses du vaccin Johnson & Johnson et de 120 000 doses du vaccin AstraZeneca. Ces nouvelles doses de vaccins contre la Covid reçues par le Bénin entrent dans le cadre de sa campagne accélérée de vaccination contre la pandémie. Selon le ministre de la Santé, le Bénin est à ce jour à 23% de taux de couverture vaccinale. Prix de l'innovation dans les médias, la journaliste tunisienne Rayoua Keder reçoit la seconde récompense. La lauréate cherche à vulgariser le format du podcast via ses travaux. Suivez ce reportage. Je pose des questions et en fait l'idée c'est en même temps de donner des conseils. Dans la quiétude d'un hôtel à Tunis, Rayoua Kheder prend son temps pour faire son interview. Avec son podcast Redman Lifa, un travail propre, elle veut faire découvrir des métiers hors des sentiers battus. Ce jour-là, c'est une humoriste franco-tunisienne. Tu as eu un parcours le classique? J'ai un parcours très classique. Il faut savoir que mes parents, pour eux, ce qui était très important, c'était les études. Avec ce format d'entretien intimiste, cet architecte de formation, reconverti journaliste depuis la Révolution, tente d'inspirer la jeunesse tunisienne, une jeunesse très touchée par le chômage. Donc il y a un petit blocage que j'avais envie d'explorer ensemble avec cette jeunesse-là et de leur montrer effectivement, alors qu'on peut faire une reconversion à tout moment, et 2, qu'il y avait des nouveaux métiers à explorer et qu'on n'y arrivait pas forcément par un circuit académique classique. D'autres podcasts de Raouia, comme celui intitulé « Ma vie en VF », lui ont permis d'explorer le rapport à la francophonie, souvent malmené depuis le soulèvement de 2011. Pour elle, il s'agissait au contraire de montrer la diversité et la richesse culturelle du pays. J'ai compris qu'il y avait plusieurs rapports en fait, à la langue française, et plusieurs rapports évolutifs surtout. Et donc il fallait réfléchir. J'ai voulu inviter des gens de plusieurs domaines. Alors j'ai l'artiste, j'ai le franco-tunisien qui vit en Tunisie. Raouia est aussi chroniqueuse culture et société à la radio nationale tunisienne. Mais si la journaliste aime ce média, la radio ne permet pas d'explorer tous les thèmes qui lui tiennent à cœur.
17h19 sur les ondes de Radio Tunisienne Internationale. Contrairement au podcast, bien plus personnel. Ça permet aussi parfois de traiter des sujets plus complexes, des sujets tabous, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'écouter dans des radios classiques. Son prix de l'innovation dans les médias va lui permettre de développer une plateforme de production et de diffusion de podcasts tunisiens, héberger ainsi plus de contenu et faire entendre de nouvelles voix. Retrouvez ce journal sur le www.waktb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.